Donc, bonjour à tous, on va commencer sans plus tarder. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur le lancement de guides de bonnes pratiques pour l'implication des proches en santé mentale, considérés, intégrés, outillés, des pratiques à découvrir. Cette activité gratuite est offerte dans le cadre de la mission universitaire du SUS de la capitale nationale et grâce au soutien de son service de transfert de connaissances et du rayonnement. Très brièvement, notre mandat consiste à contribuer au transfert, la mobilisation, la valorisation des connaissances qui sont issues d'innovations exemplaires ou de pointe ou de résultats de recherche en lien avec les 4 désignations universitaires. On assure également le rayonnement de la mission universitaire et on exerce un leadership à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Alors, avant de débuter, juste quelques mots sur le fonctionnement de l'activité. Tous les micros et caméras des participants vont demeurer fermés tout au long du webinaire. C'est seulement à la fin de la présentation qu'il y aura une période d'échange là, où vous allez pouvoir poser vos questions puis donner vos commentaires. Je vous informe aussi que le webinaire est enregistré. Il sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. On va vous transmettre le lien vers l'enregistrement et la présentation PowerPoint par courriel. Puis finalement, si vous voulez obtenir une attestation de participation, vous devrez remplir une évaluation du webinaire via un petit formulaire en ligne qu'on va vous acheminer dans le clavardage Teams à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je laisse maintenant la parole à Léonie Rouette-Tétrault, agente de planification, de programmation et de recherche au service des pratiques de pointe et des mandats nationaux à la direction de l'enseignement et des affaires universitaires du SUS de la capitale nationale. Bon webinaire! Merci, Pauline. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. On sait que vous êtes nombreux dans la salle virtuelle. On est très heureux de vous avoir avec nous ce midi. On est réunis aussi aujourd'hui donc pour souligner la publication du guide de bonnes pratiques pour l'implication des proches en santé mentale, considérés, intégrés et outillés, qui a été publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux récemment. Ce guide-là, c'est vraiment le fruit d'un travail patient qui a rassemblé un grand nombre de personnes très engagées dans les dernières années, dont certaines sont présentes dans la salle virtuelle. Là. Je prends le temps de vous saluer. Je vais être votre animatrice pour l'événement et je vous souhaite officiellement la bienvenue. Pour ouvrir le bal, on a des représentants qui sont avec nous du ministère et du sud de la capitale nationale qui vont s'adresser à vous. Donc, on a 2 représentants des directions au ministère qui soutiennent la diffusion et le déploiement du guide. On a M. Tung Trang, qui est directeur général adjoint des services en santé mentale, dépendance et itinérance, et Nathalie Tremblay, directrice des services aux aînés et aux proches aidants. Ils vont être suivis par Mme Véronique Fugère, qui est directrice du programme de santé mentale, dépendance et itinérance au SUS de la capitale nationale. Donc, M. Tran, à vous la parole. Merci beaucoup. Écoutez, bienvenue à tous et à toutes. C'est vraiment avec un grand enthousiasme et une très grande fierté là, que le ministère de la Santé et des Services sociaux soutient cet événement crucial, donc notre webinaire d'aujourd'hui, orchestré par l'incroyable équipe du SUS de la capitale nationale. Nous nous penchons ensemble donc sur un sujet vraiment d'une première importance, le guide des bonnes pratiques pour l'implication des proches en santé mentale, qui vise vraiment à considérer, à intégrer et à outiller là, les acteurs concernés. Ce précieux guide, c'est le fruit, comme vient tout juste de dire Léonie, d'une collaboration étroite et fructueuse entre le CIUS, nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, le milieu communautaire, des chercheurs aussi éminents, ainsi que des usagers et leurs proches. Le guide a bénéficié vraiment du soutien de la direction de l'éthique et de la direction de la qualité là, du ministère grâce à un concours qui a été dédié au renforcement du partenariat avec les usagers et leurs proches. C'est quoi l'objectif du guide? C'est vraiment de s'attaquer aux enjeux cliniques, éthiques et légaux et déployer des stratégies efficaces pour ancrer une culture de partenariat avec les proches dans le processus de rétablissement des patients. En raison de son excellence, répondant à de multiples défis et besoins exprimés lors des consultations du plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, nous n'avons pas hésité à promouvoir là, sa publication. Je tiens donc à souligner que ce projet est porté conjointement avec la direction des services aux aînés et aux proches aidants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, Mme Tremblay là, qui va avoir la parole là, tout juste après moi.
Donc, vraiment, je tiens à dire qu'au ministère, nous sommes convaincus de l'importance vitale de reconnaître et de soutenir les proches dans leur rôle clé au sein des soins et des services en santé mentale. Alors voilà, Nathalie, ma collègue, j'ai le plaisir de te donner la parole là, pour que tu puisses dire ton petit mot puis profiter tout le monde de ce beau webinaire, là, je suis sûre, très enrichissant. À toi, Nathalie. Merci, Tung. Bonjour à tous. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis directrice des services aux aînés et aux proches aidants. Donc, responsable du déploiement de la politique et du plan d'action pour les personnes proches aidantes. Il est porté par notre direction avec le volet aîné, mais assurément qu'il est travaillé depuis le tout début de manière transversale pour toutes les clientèles concernées, en fait, par la proche aidance, donc 0-100 ans. Donc, on travaille de très, très près, notamment avec les collègues là, de l'équipe santé mentale. Alors, peut-être juste un petit mot sur la proche aidance de manière plus large. Là, vous connaissez un peu les travaux, mais je trouve important de vous en renommer certains. Donc, le Québec s'est doté d'un grand projet de société en octobre 2020 en adoptant une loi visant à reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Donc, c'était quand même un message fort du gouvernement disant c'est suffisamment important et préoccupant donc qu'on se dote d'une loi. Tout de suite après, a suivi une politique en avril 21 et un plan d'action en octobre 21 également qui doit être renouvelé tous les 5 ans selon la loi. Donc, ça vient encore une fois insister sur cette notion de projet de société pour que ça perdure au-delà des ans et des partis au pouvoir, finalement. Donc, c'est vraiment un message fort. Le titre de la politique, c'est reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes dans le respect des volontés et de leur capacité d'engagement. Donc, vous voyez ici que ça prend tout son sens, là, précisément dans l'accompagnement et de l'implication qu'on veut faire des personnes proches aidantes, peu importe les personnes aidées qu'elles accompagnent. La loi vient préciser aussi une définition large et inclusive de ce que sont les personnes proches aidantes, sans égard à la problématique de la personne aidée. Donc, c'est important ici. Elle prévoit également des instances pour soutenir les actions proches aidantes, dont un comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes proches aidantes, donc encore là de tous horizons, du réseau communautaire également, un observatoire dans proche aidance qui lui a un rôle de fédérer les connaissances et de devenir un carrefour de connaissances, tant pour les personnes proches aidantes, les partenaires du réseau et les partenaires de la communauté. Alors, si on revient aux personnes proches aidantes elles-mêmes, on sait que c'est un rôle qui est souvent documenté, en tout cas par l'ISQ, comme un rôle très gratifiant dans ce qu'elles font. Plusieurs d'entre elles disent que la relation avec la personne aidée s'est renforcée pendant la période de soins. Toutefois, il y a l'autre côté de la médaille, il y a un surcroît de responsabilité inhérente au rôle qu'elles assument et qui entraîne des répercussions significatives sur leur vie familiale, sociale, professionnelle, sur leur mode de vie et parfois aussi sur leur situation financière. Alors, c'est tous des éléments qui doivent être considérés dans nos différents travaux et accompagnements, puis on pourra en reparler là, tout à l'heure avec le webinaire. On sait que les tâches que les personnes proches aidantes font sont multiples, sont variées, transport, travaux domestiques, soins personnels, mais dans tous les cas, toutes ces tâches-là devraient être regardées avec le prisme ou la lunette des principes directeurs de la politique que vous pourrez consulter. Évidemment, tous ces documents-là sont en ligne, vous les connaissez peut-être déjà. Mais un des principaux qui revient, c'est vraiment le respect des volontés, des capacités de l'engagement de la personne et de reconnaître, de considérer la diversité de leur réalité, de leur contexte spécifique. Alors, quand on est un proche aidant qui accompagne une personne vivant avec un trouble mental, ou on est un proche aidant d'aîné, ou on est un adolescent qui accompagne un parent avec une déficience physique, vous comprenez qu'on est vraiment dans des univers très, très différents. Mais dans tous les cas, il faut reconnaître l'apport considérable des personnes proches aidantes et l'importance de leur soutien. Donc, je vais m'arrêter ici, mais en renommant que tout ce soutien aux personnes proches aidantes et aux personnes qu'elles aident, toute cette relation de la diade d'aidant-aidé ne peut se faire sans cette responsabilité partagée. Et responsabilité partagée, elle est vraiment dans une égalité de la responsabilité entre l'usager, le proche aidant, les acteurs du réseau de la santé et les partenaires de la communauté. Donc, c'est une relation, je dirais, d'égal à égal où vraiment il y a une voix forte assurément dans le partenariat des usagers et des proches aidants. Alors, je m'arrête ici. Je vous souhaite un excellent webinaire, puis on aura l'occasion de poursuivre tout à l'heure. Merci. Merci, Madame Tremblay. La parole est à vous, Madame Fugère.
Et je vais être courte pour vous laisser le focus là, sur l'objectif de la rencontre de cet après-midi. Peut-être juste vous souligner à quel point c'est une fierté puis une reconnaissance qu'on a envers toute l'équipe du CIUS et l'équipe de Cap Santé Mentale qui a contribué de façon très étroite, autant dans la conception, dans la diffusion, puis dans des activités comme celle-ci. Monsieur Cloutier, je vous vois à l'écran. Merci encore. Je pense que c'est de cette façon-là où est-ce qu'on arrive à faire changer nos façons de travailler, puis qu'on arrive à se projeter vers les meilleures pratiques. Je pense qu'ensemble, je ne sais plus combien il y a d'inscriptions cet après-midi, vous êtes presque 600, puis peut-être même plus. On devient tous des porteurs de sens, des porteurs d'espoir, puis des porteurs de considération pour les gens qu'on accompagne et leurs proches. Ça a une valeur incroyable pour le rétablissement des usagers d'être capable d'impliquer les familles et leurs proches dans leur quête de rétablissement. Et sincèrement, pour les professionnels, il y a toute une notion de qualité du service rendu qui vient se renforcer autour des approches qui sont promues dans ce guide-là. Alors, je vous souhaite un excellent webinaire. Ayez les oreilles bien grandes ouvertes, les yeux bien grands ouverts et assurément que toute l'équipe sera toujours disponible pour vous soutenir. Il y a un plan d'accompagnement qui est prévu aussi pour les établissements. Probablement que l'équipe aura la chance de vous en parler plus tard, mais on sera toujours au rendez-vous parce que, honnêtement, du fond du cœur, on y croit profondément. Bon webinaire. Merci, Madame Fulgère. Merci à vous trois. On va donc maintenant pouvoir plonger dans la présentation du guide. Donc, les questions aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, là, on a plusieurs personnes avec des profils différents qui vont intervenir là, tout au cours de la présentation. Je vous les introduirai au fur et à mesure. Elles vont pouvoir préciser ce que ça signifie impliquer des proches, de quels proches on parle dans ce guide, dans quel contexte le guide a été développé et explorer les bonnes pratiques qui sont promues. On va aussi présenter les grandes lignes de l'accompagnement qui va être offert dans le réseau de la santé à partir de l'automne prochain là, pour favoriser l'appropriation des bonnes pratiques du guide pour qu'ils vivent, qu'ils se déploient sur le terrain. On aura aussi 4 témoignages, dont celui de Joanne Martel, qui est père aidante au sud de la capitale nationale à la toute fin. Donc, on vous invite à rester jusqu'à la fin. Ce témoignage vaut la peine d'être entendu. Et évidemment, après tout ça, il y aura une période de questions. Donc, pour débuter, on va donc se pencher sur la question, mais qui sont les proches dont on parle et pourquoi c'est si important de les impliquer? Pour répondre à cette question, je vais passer la parole à René Cloutier. Il est directeur général de Cap Santé Mentale, que vous connaissez peut-être sous le nom du réseau Avant de craquer, un regroupement d'organismes qui vont auprès des proches qui vivent avec un problème de santé mentale. Monsieur Cloutier, à vous la parole. Oui, merci Léonie. Bon, en quelques minutes, je vous présente le point de vue des proches que je représente. Le rôle de la Confédération, c'est de porter, entre autres, la voix des familles, de l'entourage. Alors, qui sont les proches? Bien, souvent, on pense aux conjoints, aux parents, mais on oublie souvent que ça peut être aussi les enfants et parfois qui sont encore jeunes. Ça peut être aussi des amis, des collègues de travail, d'études, etc. Comme on sait qu'une personne sur 5 a un trouble de santé mentale actuellement au Québec, on peut dire que pratiquement tout le monde est le proche de près ou de loin d'une personne qui a un trouble de santé mentale. Donc, ça nous touche tout le monde. Malgré ça, on sait que les familles, autant que les personnes qui ont un trouble de santé mentale, font face encore à de la stigmatisation, aux préjugés, aux tabous, etc. Donc, quand une personne a un trouble de santé mentale, ben c'est tout le monde, finalement, dans la famille, dans l'entourage, qui en est affecté de près ou de loin. Alors, pourquoi faire un guide? C'est quoi l'origine du guide? En fait, si on se rapporte à la politique en santé mentale, qui date de 1989, déjà, on mentionnait l'importance d'impliquer les proches en santé mentale dans tout le processus de rétablissement et ce aussi dans tous les plans d'action qui ont suivi. Malheureusement, quand je vais sur le terrain, et ce, dans toutes les régions du Québec qu'on couvre, dans nos associations membres, la plainte principale des proches, c'est de dire on n'est pas écouté, on n'est pas impliqué, on n'est pas informé. Et d'où l'importance là, de changer nos pratiques, si ce n'est pas déjà fait,
et même, on peut peut-être parler même d'un changement de culture dans la façon d'impliquer les proches en santé mentale. Alors, c'est quoi les impacts d'impliquer et de soutenir les proches? On peut passer à la diapo suivante. On connaît tous à peu près les impacts positifs de considérer les proches. Par contre, dans la pratique, c'est pas toujours appliqué. On sait l'importance de préserver le filet social parce que les proches sont souvent 24 heures, 7 jours par semaine auprès de la personne qui a un trouble de santé mentale, alors que nous, comme intervenants, on a plus des interventions ponctuelles ou espacées dans le temps. Donc, c'est important de préserver ce filet social-là qui évite, dans bien des cas, la rupture de lien. Souvent, les proches vivent une détresse psychologique. Ce qu'on dit, c'est 3 fois plus même que la population en général. Donc, pourquoi soutenir les proches? C'est d'abord pour préserver leur propre équilibre, pour être en mesure, après ça, d'accompagner le mieux possible la personne qui est aidée. De façon plus large, on sait que quand les familles sont impliquées, sont soutenues, outillées, ça permet de réduire le recours aux services préhospitaliers, à la sécurité publique, à l'urgence, aux services spécialisés. D'ailleurs, les policiers le comprennent de plus en plus. Il y a des régions où les policiers nous réfèrent beaucoup plus, même souvent que les intervenants du réseau de la santé. Alors, en résumé, ça a des impacts humains, sociaux, mais aussi économiques, vraiment importants. Alors, pour la dernière diapo, on parle d'obstacles et des bénéfices. Je vais commencer par les obstacles rapidement. Pourquoi un guide? C'est parce que ça peut aider à gérer des situations peut-être parfois complexes en santé mentale. Toute la gestion de la confidentialité, par exemple, qui pourtant, c'est les mêmes normes qu'en santé physique, mais on le sait par expérience tout le monde que quand on accompagne un proche en santé mentale, c'est pas nécessairement la même application qu'en santé physique. Alors, on peut mentionner aussi la complexité d'intervenir dans une approche systémique, une approche biopsychosociale, tout ça. Mais on sait que même si ça demande peut-être un petit peu plus d'efforts au début, qu'à moyen et long terme, l'implication de la famille apporte une réduction de la charge au niveau du réseau. Alors, vous connaissez les avantages, meilleure compréhension de la situation, meilleure pertinence des soins et des services quand la famille est impliquée, meilleure continuité dans l'évolution, dans le suivi, mais ça, vous savez tout ça. Je fais juste un dernier rappel qu'on est 52 associations qui peuvent contribuer à soutenir les proches. Donc, on travaille en complémentarité. N'hésitez pas à nous impliquer pour que les familles aient de l'information, de l'entraide, puis du soutien professionnel aussi qu'on offre. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci, M. Cloutier. Vous l'avez entendu dans le mot d'ouverture et M. Cloutier l'a renommé, de guide. Vous saviez, il est en cohérence, dans le fond, avec toutes les orientations ministérielles en santé mentale et en proche aidance. Et c'est pour cette raison qu'il a été publié par le ministère. Puis dès le départ, lorsqu'on a commencé les travaux de rédaction du guide, il était construit pour être un outil qui réponde aux défis rencontrés sur le terrain réellement par les intervenants, par le réseau de la santé en général. Donc, qui a été conçu pour être un outil qui outille les intervenants et les gestionnaires, les décideurs du réseau de la santé, qui vont auprès de la clientèle en santé mentale. Et l'idée, c'était vraiment de soutenir la mise en œuvre des pratiques qui permettent que les proches deviennent des réels partenaires dans le processus de rétablissement des personnes qui ont un trouble mental. Et donc, voilà, dans le fond, toute la structure du guide est vraiment axée pour répondre à ces défis-là. Lors de la démarche de conception aussi, ça a été mentionné rapidement au départ par M. Tran, mais dans le fond, le CIUS, la capitale nationale, a porté les travaux, mais il a travaillé en étroit partenariat avec plusieurs groupes communautaires, mais aussi avec des personnes d'autres profils. L'idée, c'était d'incarner le partenariat qui est promu dans le guide, dans le partenariat avec les proches et les usagers. Il fallait qu'il soit
utilisé, reflété, dans le fond, dans le processus de conception du guide. Après une recherche documentaire essentielle, évidemment, la rédaction s'est faite avec un processus où il y a eu beaucoup d'allers-retours avec plusieurs personnes. On a près de 70 personnes qui ont été consultées, autant des proches des usagers, des gestionnaires et des intervenants, des professionnels et intervenants de toute profession, du réseau de la santé, mais aussi du communautaire, des chercheurs, des médecins, des experts au niveau éthique. Ce qui fait en sorte que dans le guide, il y a une très grande richesse de savoir qui est à la fois expérientiel, scientifique et clinique. On a construit le guide, puisqu'il essaie de répondre à des défis réels sur le terrain, on a construit le guide de manière à faciliter son utilisation, bien qu'il soit costaud. On a un guide en 3 parties. La première, ce sont toutes les bases théoriques essentielles pour comprendre l'approche et les termes qu'on utilise. Et la deuxième, c'est le cœur du guide, c'est toute la description des pratiques cliniques qui sont recommandées pour favoriser l'implication des proches. Les 2 premières parties, ce sont les références pour les cliniciens, pour qu'ils puissent développer leurs connaissances tout d'abord à la lecture, mais aussi leurs compétences, leur confiance, en s'appropriant graduellement les éléments qui sont là. La 3e partie, elle aborde les conditions organisationnelles qui sont favorables à l'implication des proches par les intervenants, parce que c'est essentiel que l'organisation facilite ça. C'est par leur mise en place que les gestionnaires et les décideurs permettent un changement de culture qui pourra continuer de s'opérer dans le temps. Le guide est assez costaud, mais riche, on vous l'a dit. Hein? On l'a séparé en 3 thématiques qui reflètent les besoins des proches. Et c'est ce qui permet aux intervenants, une fois qu'on est familier avec les thèmes qui sont abordés, d'aller s'y référer aux besoins selon la situation qu'on rencontre. On a besoin de pistes de réflexion spécifiques par rapport à une situation où qu'on veut prendre le temps de réfléchir ou de mieux comprendre des questions, par exemple, par rapport à la confidentialité. Donc, voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc, pour passer maintenant plus à l'exploration des pratiques cliniques qui sont présentées dans le guide, je vais passer la parole à Isabelle Filion, qui est travailleuse sociale, qui cumule plus de 25 ans d'expérience. Isabelle va donc vous présenter les pratiques cliniques qui sont au cœur du guide. À toi la parole. Merci, Léonie. Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter les pratiques cliniques et de vous parler des fiches thématiques, là, comme vous voyez, qui sont au nombre de 21. Je vous rassure tout de suite, plusieurs des fiches ont un contenu d'1 ou 2 pages, donc vraiment pour faciliter l'utilisation au quotidien. Le guide est rédigé selon 3 axes qui font référence aux besoins des proches, comme vous le voyez, considérer, intégrer, outiller. Et pour chacun des axes, le point de vue de l'intervenant, du proche et de l'organisation où ils sont présentés. Maintenant, nous allons regarder plus en détail le premier axe, considérer. Considérer fait référence à l'accueil et la reconnaissance de l'expérience et des besoins des proches dans les contacts avec les intervenants. La description de la pratique considérée est accompagnée de 7 fiches. Dans la réalisation du guide, un proche a dit « Quand je suis allé voir mon fils pour la première fois sur l'unité psychiatrique, personne ne m'a accueilli pour m'expliquer comment cela allait se passer. J'étais envahie par la peur. C'était terriblement traumatisant. » Donc, la fiche 1, par exemple, fait mention de l'évolution des connaissances de la science et fait état de la transformation du rôle des proches. À travers justement les siècles, pas les siècles, mais les décennies en partant de 1900 justement jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est important de réfléchir à l'impact de nos perceptions sur le rôle des familles. La fiche 3, qui n'est pas à l'écran, mais qui fait quand même, je tiens à vous le préciser, une belle synthèse des attitudes à privilégier avec les proches et donne plus de détails sur les attitudes d'empathie, de reconnaissance, d'ouverture et de communication. Ce qu'on peut voir maintenant à l'écran,
est un bon résumé de la fiche 4, soit être à l'écoute des besoins des proches avec les éléments clés à évaluer. Par exemple, les connaissances, leur savoir, hein, d'où est-ce qu'ils partent comme information, les difficultés rencontrées au quotidien, les émotions ressenties, hein, prendre vraiment en compte ce qu'ils vivent, et les objectifs poursuivis, au fond, quels sont leurs objectifs par rapport à la situation. La fiche 5 traite des pistes d'intervention en prévention ou en contexte d'épuisement des proches qui, comme disait M. Cloutier, sont là 24 heures sur 24. Donc, il y a un réel enjeu à tenir compte pour leur épuisement. La fiche 6, qui n'est pas à l'écran, mais qui fait mention des besoins des proches d'âge mineur. Rappelons que mieux ils sont informés, mieux ils s'adaptent. Et justement, la fiche 7 qui est à l'écran propose des pistes d'intervention lorsque, par exemple, la communication est difficile avec les proches. Aussi propose des pistes d'intervention si, par exemple, le proche ne souhaite pas être impliqué ou qu'il désire se retirer. Et enfin, il y a des pistes sur quoi faire si les proches ont des comportements qui ne favorisent pas toujours le rétablissement de la personne. Ce qui est important au final, c'est de ne pas abandonner, surtout pas de les tasser, même si ce n'est pas toujours facile. L'axe 2, maintenant, à intégrer, réfère à la possibilité pour les proches d'être consultés par l'équipe de soins et de services, mais aussi d'avoir tout simplement accès à des connaissances ou des outils afin de mieux jouer leur rôle de soutien. Dans la réalisation du guide, un proche a dit « c'est important de sentir qu'ils prennent, l'équipe, en considération ce qu'on dit. On est une équipe, on collabore et on fait même partie de la solution. » Alors, dans la pratique intégrée, on retrouve 9 fiches. Et j'attire votre attention sur la fiche à l'écran, la suivante, la numéro 2, qui parle d'une notion tellement centrale, le consentement. Le consentement, en fait la fiche 2, c'est un processus continu. On le sait, la personne peut changer d'idée en cours de route. On sait que la personne peut révoquer son consentement en tout temps. Mais ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que le consentement peut évoluer avec la situation. Beaucoup aussi avec notre alliance, qui doit être revue au fur et à mesure des interventions proposées. On doit ainsi revoir le consentement à des moments clés, par exemple une fin d'épisode de service, une fin d'hospitalisation pour un bilan avec les proches. Il y a au total, en fait, dans le guide, 4 fiches qui parlent du consentement. Et à défaut d'avoir le consentement, la 3e fiche, la fiche suivante à l'écran, permet de distinguer les informations générales des informations confidentielles. En fait, qu'est-ce qui peut être dit aux proches qui pourrait quand même les rassurer quand on n'a pas le consentement? Par exemple, ça pourrait être le rôle des membres de l'équipe, le fonctionnement de l'équipe, les services. Donc, il faut faire attention, bien sûr, là, de rester dans des informations générales. La fiche 4, qui est pas à l'écran, mais elle apporte des réflexions éthiques sur le partage d'informations. Néanmoins, nos zones d'inconfort se situent beaucoup là. Hein, d'avoir une position sandwich entre les droits de la clientèle, bien sûr qu'on veut respecter, mais aussi les besoins des familles. Puis, la fiche 5, c'est justement des pistes d'intervention. Si la personne refuse d'impliquer ses proches, il y a aussi d'autres choses à faire.
Comme je le disais tantôt, il y a 4 fiches qui parlent du consentement et comment naviguer là, quand on n'a pas toujours le consentement du client puisqu'il y a des interventions qui sont à faire. La fiche 6 dans le guide a un tableau des pistes d'intervention lors de situations de crise, entre autres lors de la prise de mesures légales. On sait que c'est quelque chose de très délicat. Il peut y avoir, selon le consentement, bien sûr, une opportunité, en fait, d'informer les proches. Il ne faut pas supposer qu'ils sont informés et rassurés parce que l'huissier vient de passer à la maison. Donc, à l'écran, c'est un aperçu au fond là, de la fiche 7 sur les pistes d'intervention lors de la fin d'un épisode de service. On propose ici d'agir en prévention et d'inviter les personnes à cibler un proche pour que cette personne participe activement à l'élaboration, par exemple, d'un plan de prévention de rechute. Ce qui permet en même temps de préciser le rôle et les actions que les proches peuvent entreprendre en situation de crise et bien sûr en cohérence avec la volonté de la personne. Maintenant, la troisième pratique qui est outillée. Un proche a dit: il faut savoir quels sont les bons comportements à adopter pour éviter que ça revienne, pour combattre le sentiment d'impuissance. Il faut donner aux familles un pouvoir d'agir et de faire quelque chose. Donc, outiller les proches signifie leur fournir à la fois les informations et les outils pour qu'ils se sentent compétents dans leur rôle et pour qu'ils puissent bien accompagner la personne ayant un trouble de santé et bien les aider. L'objectif, c'est d'aider les proches à développer leurs connaissances, leurs stratégies d'adaptation et leurs propres outils. Ici, nous avons 5 fiches dans la pratique outillée. La fiche 1 qui est développer les connaissances des proches, fait une liste des sujets, en fait, lesquels on peut prioriser avec eux pour bien cerner leurs besoins, faciliter leur adaptation. On parle de proches, puis il ne faut pas oublier la fratrie aussi. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé de passer à travers tout ça, c'est vraiment de vérifier avec eux c'est quoi les informations les plus importantes pour eux. Ça peut être les effets secondaires de la médication pour bien comprendre. Ça peut être les interventions psychosociales, médicales. Bref, il y a toute une liste qu'on peut s'inspirer. La fiche 3 n'est pas à l'écran, mais c'est un super tableau sur les 3 types de garde et l'autorisation judiciaire de soins. Le tableau est vraiment utile, non seulement pour les proches, mais aussi pour les intervenants, les stagiaires. Les mesures légales, on va se le dire, c'est quand même compliqué pour nous. Imaginons aussi pour les familles. Puis, à l'écran, à la fiche 4, on retrouve un tableau sur les stratégies d'adaptation pour les familles. Il est d'abord recommandé de renforcer les stratégies que les proches utilisent déjà, celles qui marchent bien, puis d'identifier avec eux les stratégies qui fonctionnent moins bien et de proposer des alternatives. Il y a dans cette fiche-là plusieurs alternatives. La 5e et dernière fiche, tout aussi importante, qui n'est pas à l'écran, mais c'est de référer vers des ressources de soutien pour travailler ici en complémentarité avec les équipes. Dans le guide, il y a aussi une liste de ressources et M. Ploutier en a parlé. Donc, en terminant, à la page suivante, oui, merci. Impliquer les proches, c'est un processus vraiment continu. C'est un processus dynamique de réévaluer, en fait, le consentement de la personne atteinte et de lui proposer aussi, selon des moments clés, pour évaluer. Ça peut être soit lors d'une évaluation, soit vers une transition vers une nouvelle équipe, ou comme je le disais tout à l'heure, vers la fin d'un épisode de soins, une hospitalisation. Au final, toutes les parties sont gagnantes. Et c'est ce qu'il faut aussi, c'est de prendre le temps d'expliquer à la personne atteinte en quoi ça peut être gagnant dans son rétablissement. Merci de votre attention. Je passe le flambeau à mes collègues pour les témoignages.
Merci Isabelle. Vous le voyez, hein, l'implication des proches, c'est comme un mot large qui englobe en fait plusieurs manières de faire, plusieurs approches, plusieurs gestes que les intervenants peuvent poser, entre autres. Donc, pour compléter ce que Isabelle vient de nous partager, on a 3 cliniciens d'expérience qui vont faire un témoignage. Je vais inviter tout d'abord Marie-Frédérique Leclerc, qui est médecin, à prendre la parole. Oui, alors bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse d'être présente là, à ce webinaire-là qui porte vraiment sur un sujet aussi important, là, selon moi, que l'implication des proches. Comme j'ai été présentée, je suis médecin psychiatre. J'œuvre au sein du traitement intensif bref à domicile. C'est une équipe qui vise à traiter à la maison des personnes qui sont atteintes d'épisodes psychiatriques aigus puis qui autrement nécessiteraient une hospitalisation. L'exemple que je vous donne, le témoignage aujourd'hui, ça correspond quand même pas mal à des situations cliniques qu'on voit souvent et c'est assez représentatif là et ça illustre bien l'approche de notre équipe en ce qui concerne l'implication des proches. Donc, on parle d'une personne qui s'était présentée à l'urgence pour un épisode de manie. C'est une personne qu'on a compris plus tard que c'était pas la première fois, mais c'était la première fois qu'elle consultait dans le système pour ça. Tout d'abord, elle avait été vue, puis retournée à domicile, puis elle s'était représentée une autre fois, puis c'est dans ce contexte-là que nous, on l'avait eu dans notre équipe. Lors de la première rencontre d'évaluation, elle est accompagnée de son proche qui, visiblement, lui, avait été largement marqué des années passées à essayer de contenir la maladie qui progressait et qui avait aussi été très, très marqué par le fait que, à une première fois, le proche était revenu à domicile, donc présentait quand même de l'insécurité, des inquiétudes face au fait que lui et que le patient et la famille puissent avoir accès à des ressources. Ça avait quand même généré certains enjeux de confiance là, envers le réseau puis beaucoup d'insécurité. Dans cette situation-là, on a rapidement compris qu'il faudrait impliquer le système, ce qu'on fait très régulièrement. Puis, on avait la chance d'avoir le consentement de la personne impliquée personnellement du patient. Donc, ça nous a permis, dès le début, de vraiment considérer le système qui avait été vraiment largement été ébranlé là, par le passé puis la condition non traitée de la personne. Donc, les proches ont été impliqués dans les rendez-vous médicaux. Ils ont été vus par la travailleuse sociale à plusieurs reprises, par l'équipe, puis orientés vers des ressources. L'implication des proches aussi a été serviable pour nous parce qu'on était face à quelqu'un qui n'avait jamais consulté dans le réseau, puis en ayant recueilli l'histoire, on a été capable de comprendre qu'on faisait face à une maladie qui était là depuis un certain temps, puis d'avoir une idée des symptômes qui étaient présentés le plus souvent. Fait que dès le début, là, on a tenu compte de l'histoire pour faire un tableau de la situation. On a accueilli la personne et ses proches dans leur détresse pour les mettre en confiance. On est très resté empathique et soutenant en considérant l'histoire qui était chargée puis les inquiétudes qu'il y avait. On a formulé un plan de traitement là, qui impliquait la personne et ses proches aussi avec une approche qui était autant à court, moyen et long terme en visant le traitement, l'éducation, l'orientation de la personne concernée. Puis, notre plan de traitement, c'était aussi grandement orienté sur libérer le proche du rôle de gardien médical pour qu'il reprenne et se réapproprie un rôle de proche, on s'entend. Donc, ça aussi, ça a été un cheminement qu'on a fait puis avec lequel on a accompagné la personne et sa famille. Fait que le suivi, ça a permis, puis ça, je ne vous dis pas ça de ma propre... c'est vraiment selon ce qu'ils nous ont dit, de réconcilier le proche avec le système de santé, de l'aider à bâtir une confiance que la personne pourrait avoir des soins. Puis pour ce faire, là, pour nous, c'est important de vraiment les impliquer dans les décisions à tous les niveaux et d'évaluer ce qu'ils étaient capables de donner aussi. À la fin du suivi, tant la personne, le patient, que les proches autour ont dit qu'ils se sentaient un peu plus experts de la condition médicale, puis qu'ils étaient capables de mieux s'adapter à l'avenir et de voir un peu plus les signes avant-coureurs d'un épisode arrivé. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour impliquer les proches? On considère qu'ils sont partie prenante du suivi. On les implique dès le début et selon ce que le patient et eux sont en mesure d'offrir. On montre de la considération face à leurs observations. On ne fait pas juste considérer les nôtres, on considère les leurs. On évite de développer des biais et jugements en nous basant sur les premiers contacts parce qu'on comprend que c'est souvent chargé d'émotions par le passé, mais par ce qui vient tout juste d'arriver. Puis on voit les proches là, en considérant qu'ils font partie un peu de l'expertise qu'ils ont de la propre personne et du patient. Les bénéfices des impliqués, je vais commencer par nos bénéfices envers nous. Pour nous, là, c'est une meilleure observance au traitement de la part des patients, une meilleure analyse des situations, puis une meilleure analyse des besoins de la personne qu'on traite. Ce que les proches nous nomment, eux, comme bénéfices, c'est qu'ils ont plus confiance envers le réseau, ils ont le sentiment d'être validés dans leur vécu,
Ils ont vraiment le sentiment et l'impression d'avoir un pouvoir d'agir sur une situation qui, pour bien des cas, longtemps a été comme source d'impuissance. Puis ils ont vraiment un désir de collaborer à améliorer la situation. Là. Ils ont l'amour qui les porte souvent, puis ils veulent que ça aille mieux. Puis la personne, en fait, elle a dit, ben moi, si mon proche a confiance, moi, je vais peut-être avoir plus confiance aussi. Ça l'aide, ça facilite l'évolution de la maladie, puis ça amène une vision plus positive des soins. Fait qu'en terminant, là, moi, si j'ai une chose que j'aimerais que vous reteniez, là, c'est que l'implication des proches, ça prend pas plus de temps. Oui, au début, ça nécessite de s'arrêter pour bâtir un lien. C'est vrai que ça, c'est plus long. Mais au final, là, ça permet à un système de mieux guérir, puis ça nous donne vraiment accès à des professionnels puis à tout un réseau qui, eux, peuvent vraiment contribuer de manière significative puis plus optimale au rétablissement de nos patients. Et voilà, je laisse la parole à mon prochain collègue. Merci, Dr. Leclerc. Alors, ça va être au tour de Cindy Hong, qui est infirmière, qui va vous partager une expérience qui tourne plus autour des situations avec des différences culturelles, aussi des différences dans les perceptions de la maladie mentale. Bonjour, je me présente Cindy Hong, infirmière en santé mentale depuis plus de 13 ans. Ces 5 dernières années, j'ai eu la chance de travailler dans les équipes CIM, le suivi intensif dans le milieu, et les équipes CIB, le soutien d'intensité variable. Mon rôle consiste à évaluer la personne dans son milieu de vie et intervenir aux besoins avec la famille. Quand on m'avait interpellée pour participer au webinaire, j'ai trouvé important de vous parler de l'implication des proches avec la diversité culturelle. En lien avec la barrière linguistique, je devais m'ajuster, m'adapter pour que le message soit bien véhiculé et que la compréhension soit claire. Dans le cas que je vais vous présenter, c'est un homme fin trentaine qu'on m'avait interpellé au dossier pour faire la prévention au niveau des signes de rechute et prévoir un plan justement des signes précurseurs pour mettre en place le plan de rechute et faire l'enseignement sur la médication. Donc, avec le consentement du client, il a accepté qu'on fasse une rencontre familiale parce qu'il prévoyait partir 6 semaines dans son pays natal. Donc, il fallait que je valide aussi la compréhension de la famille par rapport à la maladie, par rapport au suivi, par rapport à la médication pour mieux les outiller et démystifier les idées préconçues de la maladie. Donc, j'ai recueilli les témoignages de la famille. La première personne mentionnait que l'important pour le client, c'est d'aller travailler. Donc, il ne croyait pas que c'était important qu'on fasse de l'enseignement parce que si le client travaillait, c'est un signe qu'il est en santé. Donc, il voyait peu la pertinence qu'on mette en place un plan de rechute. La deuxième personne de la famille mentionnait que l'important, c'est que le client soit bien. Fait qu'elle n'avait pas de position à ça. La troisième personne avait plutôt une idée rigide par rapport à notre implication, à notre vigilance, à notre filet de sécurité. Il mentionnait que dans le fond, il ne croyait pas en la médication. Il croit même qu'on nuit au rétablissement du client parce que depuis la prise de médication, il y a eu des effets secondaires. Monsieur avait pris du poids, était rendu diabétique. Donc, il y a beaucoup d'enseignements au niveau par rapport aux effets secondaires de la médication qu'on devait faire de l'enseignement. Et la quatrième personne, c'était le plus jeune de la famille qui avait une vision différente de la perception de ses autres membres de la famille. Lui, il mentionnait qu'il a vu une différence depuis qu'on est au suivi, depuis qu'on est impliqué et depuis que la personne prend la médication. Avant d'intervenir puis faire le plan de traitement, il faut que je m'assure que faut créer un lien de confiance parce que l'objectif, c'est pas de leur imposer notre pratique professionnelle, c'est plutôt de leur outiller, de faire l'enseignement pour pouvoir aider le client dans son rétablissement. Fait faut faire attention quand qu'on intervienne auprès de la famille. Donc, ça a pris plusieurs rencontres avant d'établir ce lien-là parce qu'il faut répéter que notre objectif, c'est vraiment de les accompagner, de les considérer dans le suivi pour accompagner le client vers un rétablissement. La perception de la famille peut avoir un impact direct et indirect auprès de la personne en santé mentale. Donc, si la personne sent qu'il n'est pas écouté, ça se peut qu'il ne sera pas porté à aller voir la famille en premier, mais pourtant, c'est eux qui vont passer le plus de temps avec notre client. Donc, je crois que dans tout ça, il faut considérer les valeurs culturelles, leur perception, leur vécu, leur expérience pour pouvoir mettre en place un filet de sécurité pour s'assurer que notre message soit bien véhiculé.
Puis au final, je crois que peu importe notre culture, je crois que le fait d'impliquer les proches, on a tout le même objectif, c'est d'accompagner le client vers le rétablissement. Merci. Merci Cindy. Je vais laisser la parole pour un dernier témoignage d'un clinicien, Pierre-Luc Coudé, qui va nous raconter une histoire en contexte de psychiatrie légale et sur toute l'évolution de la relation de la famille. Merci. Bonjour à tous. Pierre-Luc Coudé, je suis assistant au médico-légal du CIUS de la capitale nationale depuis maintenant presque 13 ans. Je travaille à l'Institut comme infirmier depuis 18 ans. La situation que je vais vous présenter est un peu corsée, mais ça finit bien. Donc, c'est une situation qui s'est passée il y a quelques années. C'était un homme dans la trentaine qui était connu des services de l'Institut, qui vivait dans son milieu familial à ce moment-là. Il y a eu des gestes qui ont été posés, des gestes étaient régressifs. En fait, il a été accusé de voies de fait et de menaces de mort envers les membres de sa famille. Donc, évidemment, il a été mis en état d'arrestation. Dans le contexte, il y a une demande d'expertise qui a été demandée. Donc, le monsieur s'est retrouvé dans notre unité d'expertise, qui est le M2500. Il n'y avait pas d'interdit de contact parce que la famille n'avait pas demandé. Des fois, elle demande. Dans ce dossier-là, il n'avait pas demandé, donc il n'y avait pas d'interdit de contact. Mais le patient, très délirant, très mal à ce moment-là, ne voulait pas qu'on parle à sa famille. Donc, on ne pouvait pas communiquer des informations. Il avait refusé d'avoir le consentement. Il y a un verdict de non-responsabilité criminelle qui a été posé. Il a été transféré dans l'unité de réadaptation, qui est le L4300. C'est un statut de détention via la commission d'examen des troubles mentaux. Donc, voyez-vous, ça devient quand même, au niveau légal, ça devient très complexe. Fait que quand on pense à la famille, ben là, on était là-dedans. Là. Donc, on n'avait pas... il a passé d'un délirant dans les premiers mois. Donc, ce qu'on pouvait faire, nous, par contre, c'est on avait deux choix. Soit qu'on mettait une barrière entre le patient et sa famille, les membres des proches, ou on essayait de travailler ce lien-là. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de travailler tout d'abord en faisant de l'enseignement à la famille. Donc, on les a considérés. On a sur l'enseignement, l'explication, il y a eu une ordonnance de soins aussi qui a été mise. Donc, avec le temps, les choses se sont améliorées à tel point qu'il y a eu une ouverture à reprendre contact avec sa famille. Donc là, évidemment, c'était les victimes. On est allé de façon graduelle. Il y a eu des rencontres à travers les mois qui ont pu mener à une libération avec modalité du monsieur. Donc, aujourd'hui, il est en contact avec sa famille, mais il ne vit plus dans le domaine familial. Donc, il est dans une ressource adaptée à ses besoins. Il est libéré inconditionnellement de la CETM. Donc, ce que je dirais de mon intervention, c'est que c'est pas parce qu'on a un consentement, on n'a pas de consentement que c'est statique. Les choses peuvent évoluer, surtout si on pense que ça pourrait être le bien des proches, si on pense que ça peut être le bien du patient. Donc, c'est de continuer à travailler dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Je vais maintenant passer la parole à Dominique Wood, qui est directrice adjointe aux soins aigus pour la direction santé mentale, dépendance et itinérance au CIUS de la capitale nationale. Elle va pouvoir vous parler des responsabilités qui entourent l'implication des proches, dont celle des gestionnaires, pas uniquement. Donc, à toi la parole, Dominique. Merci. Donc, il me fait vraiment plaisir de vous présenter les bases essentielles pour favoriser l'implication des proches dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, je pense que vous l'avez bien entendu là, depuis le début, l'implication des proches se construit vraiment autour d'une volonté partagée de créer et de maintenir des liens entre les différents acteurs qui sont impliqués autour de la personne qui a un trouble mental. Donc, il s'agit vraiment là, de soutenir l'engagement des proches dans leur rôle et les intervenants ont vraiment un rôle à jouer important pour favoriser cet engagement mutuel-là dans le respect des droits de la personne, des rôles et des besoins de tous. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le plus tôt possible, l'intervenant mette en œuvre une approche systémique où les proches sont considérés. On l'a mentionné, ça se peut que ça soit difficile à instaurer en début de suivi, mais l'intervenant doit être conscient que la relation peut évoluer au fil du temps et se moduler en fonction des événements vécus. Toutefois, cette implication-là doit être soutenue par des conditions organisationnelles qui sont favorables. Nous avons, dans le cadre de ce présent mandat, nous avons là,
Tu peux revenir, j'ai même pas encore switché de diapo. Tu peux revenir à la première. Donc, dans le cadre du présent mandat, on a fait différentes consultations auprès de plusieurs établissements du réseau et on a pu constater qu'il y avait vraiment une disparité d'un établissement à l'autre et qu'il y avait des écarts face à la présence de conditions organisationnelles favorables à l'implication des proches. Donc, au-delà des pratiques cliniques, les gestionnaires et les directions doivent mettre en place des conditions spécifiques pour soutenir les intervenants dans l'adoption des bonnes pratiques. Donc, les 2 prochaines diapositives, je vais vous détailler davantage là, ces 2 bases. Donc, comme je vous l'ai mentionné, puis qu'on l'a mentionné depuis le tout début, l'implication des proches est une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs. Je trouve important de rappeler également que c'est dans cet esprit-là que le guide a été conçu. Donc, on a tous un rôle à jouer pour favoriser l'implication des proches dans le processus de rétablissement des personnes ayant un trouble de santé mentale. Et mon souhait le plus sincère aujourd'hui, c'est que chacun de vous se sente interpellé dans le rôle que vous avez à jouer. Donc, pour les gestionnaires d'établissement, il s'agit, dans un premier temps, de prendre l'engagement et de diffuser un message clair face à la priorité que vous accordez aux proches dans les soins et services en santé mentale. Il s'agit pour l'organisation et ses gestionnaires de soutenir les intervenants à l'égard de l'implication des proches. Pour vous, les intervenants, il est important de soulever que l'implication des proches ne repose pas uniquement juste sur une personne ou une profession. Donc, tous les intervenants en contact avec les proches sont concernés. Donc, ensemble, les intervenants ont la responsabilité d'accompagner la personne dans le choix d'impliquer ou non ses proches, d'entendre et d'écouter ses besoins et ses désirs en ce sens. Et vous avez, les intervenants, aussi la responsabilité de promouvoir cette bonne pratique et de créer des conditions favorables là, pour la mise en œuvre. Mais pour y arriver, vous devez y croire. Donc, vous devez croire aux bénéfices de cette pratique et vous avez vraiment un rôle proactif à jouer pour nourrir cette culture. On parlait d'un changement de culture, donc c'est vraiment une culture à implanter. Pour les organismes communautaires qui font partie également du réseau autour de la personne et de la responsabilité partagée, donc assurément, là, plus spécifiquement, ceux qui ont un mandat de soutien pour les proches, donc les organismes communautaires sont interpellés par cette responsabilité, considérant votre expertise. Donc, jouent un rôle important pour répondre aux besoins des proches. Dans le cadre du présent mandat, on vous l'a nommé également, là, en fait, on a co-construit le guide, mais c'est d'abord une initiative, une demande des organismes communautaires là, au niveau de la région de la Capitale-Nationale qui a soulevé la pertinence de développer ce guide, projet dans lequel on a embarqué, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Maintenant, la personne ayant un trouble mental, elle aussi, elle a des responsabilités et un rôle à jouer. Elle est responsable de faire entendre ses besoins et ses désirs pour que l'implication de leurs proches s'inscrive en cohérence avec leur processus de rétablissement et dans le respect de leurs droits. Finalement, les proches, eux, on est là pour parler des proches, ont également la responsabilité de nommer leurs désirs d'implication, leurs besoins de soutien, on doit respecter les droits et la volonté de la personne, mais ils doivent aussi faire preuve d'ouverture. On souhaite vraiment que les proches prennent la place qui leur revient pour être de réels partenaires de soins. Je passerai maintenant aux 8 conditions organisationnelles favorables à l'implication des proches. Je ne les verrai pas de façon détaillée. Les objectifs là, visés par la mise en place de ces conditions et des exemples et des références là, sont vraiment présentés plus en détail dans la 3e partie du guide. Je vais tout de même les énumérer. Donc, la première condition qui est de prendre position en regard de l'implication des proches. Donc, pour les établissements, il s'agit de créer un cadre dans lequel les interventions visant à établir un partenariat avec les proches sont endossées et favorisées par l'établissement. Fait qu'on parle, entre autres, de politique d'établissement, d'assurer un positionnement par tous les niveaux de gestion. Donc, on doit envoyer un message clair qu'on en fait une priorité. Ensuite, c'est d'identifier et d'appliquer des normes de pratique. Pour cette condition-là, il s'agit là, de systématiser et d'encadrer
la mise en œuvre de pratiques favorisant l'implication des proches. Donc, c'est permettre l'accès à de la formation de base, d'identifier des indicateurs de performance à l'égard de l'implication des proches. La troisième condition, offrir des outils et des environnements de travail facilitants. Donc, par exemple, on peut mettre en place des procédures de référence systématiques vers des ressources communautaires, trousses d'informations pour les proches, des salles d'attente accueillantes pour les proches. Donc, il s'agit là d'exemples d'outils et d'environnements de travail facilitants. Je l'ai brièvement abordé dans les normes de pratique, mais offrir une formation de base et continue qui vise à améliorer les connaissances et le sentiment de compétence des intervenants et des gestionnaires cliniques de l'organisation. La cinquième condition, c'est d'offrir un soutien clinique aux intervenants. Ensuite, on a parlé de changement de culture. Eh bien, pour faire un changement de culture, il faut coordonner la gestion du changement dans l'organisation. Je l'ai nommé aussi, l'implication des proches se fait à géométrie variable d'un milieu à l'autre. Pour certains milieux, il va s'agir vraiment d'une transformation des pratiques, un changement de culture. Donc, on doit soutenir ce changement. Ensuite, la septième condition, il s'agit de maintenir et renforcer les liens avec les partenaires. Donc, l'implication des proches est une responsabilité partagée et nous devons nous assurer les liens et la continuité des pratiques entre les organisations. Donc, est-ce possible de mettre en place des communications régulières avec les organismes communautaires? Donc, différentes modalités possibles pour maintenir cette collaboration-là. Finalement, la dernière condition et non la moindre, il s'agit de contribuer à la lutte contre la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale et susciter l'intérêt des proches à devenir nos partenaires. Donc, Dr. Leclerc l'a nommé aussi dans sa présentation, dans l'exemple qu'elle a donné, mais de le favoriser, ça suscite l'intérêt des proches qui se sentent plus inclus là, dans le processus. Donc, brièvement, je vous expose le mandat qui avait été octroyé au CIUS de la capitale nationale suite à la publication du guide. Donc, nous avons eu le mandat de diffusion du guide auprès du réseau de la santé et des services sociaux et d'une variété de partenaires. Donc, on a essayé de rejoindre les partenaires communautaires, les milieux de l'enseignement, les ordres professionnels. Donc, c'est différents exemples là, d'acteurs pour lesquels on a essayé de rejoindre là, dans le cadre de la diffusion. Et le webinaire aujourd'hui est d'ailleurs l'une des stratégies de diffusion. Notre autre portion du mandat, c'est de développer et de mettre en œuvre une stratégie d'accompagnement provincial pour soutenir l'appropriation des bonnes pratiques dans le réseau de la santé. Donc, il s'agit là, par notre stratégie, d'opérer un changement de culture et une transformation des pratiques pour que les proches soient considérés, intégrés et outillés. Très brièvement, les objectifs de la stratégie d'accompagnement visent à mobiliser les décideurs dans leur rôle, d'outiller des agents multiplicateurs dans tous les établissements du réseau, dont le mandat va être d'assurer le transfert des connaissances et le développement des compétences dans les équipes, de manière adaptée à leur rythme et à leur fonctionnement. Parce que c'est aussi quelque chose qui est sorti lors des consultations, c'est que oui, on veut le prioriser, mais des fois la capacité est plus limitée. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de fournir des outils qui vont être adaptés à vos réalités. Ensuite, la stratégie d'accompagnement vise à favoriser un changement de perception et d'attitude des intervenants quant à l'implication des proches. C'est d'influencer les responsables de l'implantation des grands chantiers nationaux vers une intégration des bonnes pratiques et finalement de sensibiliser les groupes communautaires, les usagers et les proches aux bonnes pratiques. Donc, encore une fois, là, vous remarquerez que la stratégie d'accompagnement qu'on propose, puis on a différentes étapes là, qu'il fallait faire des choix aujourd'hui, là, mais que vous allez voir venir dans les prochains mois. Mais vous voyez que la stratégie d'accompagnement cible vraiment une variété d'acteurs qui vont avoir un rôle à jouer pour influencer un changement de culture et une transformation des pratiques. Merci Dominique. Merci, Dominique. On va laisser la parole pour ce mot de la fin à Joanne Martel, qui est père aidante dans notre établissement. Et par la suite, on va prendre des questions. Là, on va demeurer là, jusqu'à 1h15 sans problème. Donc, à toi la parole, Joanne.
Bonjour tout le monde, moi c'est Joanne Martel, je suis parrain aidante à la clinique Notre-Dame-des-Victoires qui est une clinique pour les premiers épisodes psychotiques. Donc moi-même je vis avec un trouble psychotique, plus spécifiquement la schizophrénie, depuis 2019. Donc très rapidement, en 5 minutes, je vais vous partager un peu de mon histoire. Moi, j'avais pas vraiment une famille qui était présente, donc c'est vraiment mon conjoint avec qui j'étais depuis déjà plusieurs années, qui a été présent tout au long de, avant la maladie, pendant la maladie et après. Et quand j'ai eu ma première hospitalisation, on savait pas ce qui m'arrivait et on n'a pas du tout été soutenu. Mon proche n'a pas du tout été soutenu à ce moment-là. Par exemple, quand je suis sortie de l'hôpital, il n'y a pas eu de suivi qui a été fait, il n'a pas été considéré, il n'a pas été contacté. Je l'ai juste texté dans le taxi, je m'en viens à la maison. Puis à ce moment-là, j'ai vu à quel point il s'est senti démuni là-dedans. Évidemment, ça lui a aussi créé une bonne détresse quand même parce que j'étais très malade. Parfois, j'avais même peur de lui. Puis, tu sais, oui, les intervenants étaient là pour moi 2 jours la semaine, mais le soir, puis la fin de semaine, c'est lui qui était là pour m'aider à traverser mes crises, pour m'aider avec l'hygiène qui était difficile et tout ça. Puis, à un moment donné, il y a j'ai changé de travailleuse sociale. Puis c'est elle qui est venue faire toute la différence. Tout de suite, elle m'a dit, puis ton conjoint, y a-t-il des questions? Elle l'a invité à venir aux rencontres avec nous. Elle lui a fait de l'enseignement et elle l'a écouté là-dedans. Puis ça a tellement fait une grosse différence pour moi et pour mon couple aussi. Après ça, mon conjoint a été dans les organismes communautaires qui ont été tellement d'une aide tellement précieuse là, pour apprendre comment interagir avec moi quand j'étais en délire, comment gérer des crises, tu sais. Puis quand il s'est mis à s'impliquer dans ces organismes communautaires-là, moi, j'ai vu une immense différence dans notre relation. Je sentais qu'il comprenait plus ce qui m'arrivait. Fait qu'évidemment, ça a changé aussi les comportements qu'il adoptait envers moi, tu sais. Fait que les organismes communautaires, ça a été un très gros morceau là, dans notre aventure de rétablissement ensemble. Puis aussi des groupes pour les familles qui se donnent ici à la clinique. Fait qu'il peut apprendre sur la pharmacothérapie, sur c'est quoi la schizophrénie et tout ça. Puis il y a un aspect que j'ai remarqué quand on a décidé de davantage inclure mon conjoint, c'est que moi, je vivais beaucoup de culpabilité face à ma maladie parce que je voyais à quel point ça l'affectait, lui aussi, tu sais. Donc, ça m'a même amené parfois à mentir ou à diminuer mes symptômes pour pas l'inquiéter, pour pas lui faire porter ce poids-là. Donc, je vivais avec beaucoup de culpabilité. Puis, de savoir que lui avait des ressources, autant dans mon équipe de soins à ma clinique des premiers épisodes psychotiques que dans les organismes communautaires, ça m'a permis de vraiment plus m'ouvrir puis d'être vraiment honnête sur comment je vivais ça. Donc, je pense même que ça a sauvé notre couple, tu sais, de savoir que lui était supporté là-dedans. J'ai envie de terminer mon message en vous disant que moi, j'ai eu des intervenants toute ma vie. J'ai aussi eu des composants d'anxiété à l'adolescence. Puis, c'est pas leur diplôme ou leur connaissance complexe ou leur technique d'intervention dont je me souviens quand je pense à ces intervenants-là. Parfois, je me souviens même pas de leur nom, mais je me souviens de comment ils m'ont fait sentir. Est-ce qu'ils m'ont fait sentir écouté, considéré, cru aussi dans ce que je vivais? C'est ça qui est resté. Fait que je voudrais vous encourager à vraiment y croire à ce que vous faites avec les proches. Ça va transparaître dans votre savoir-être. Les gens vont le ressentir. C'est ça qui va faire la vraie différence. Donc, merci d'avoir été là. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup. Vous l'entendez, ça valait la peine de rester jusqu'à ce témoignage. Je pense que ça donne tout le sens aux travaux qui ont été faits, au guide qui est publié et qui circule maintenant.
On espère vraiment que la présentation puis que le guide lui-même va vous donner envie de lire, de l'approfondir, de fouiller dedans, de vous y référer, aussi de faire un pas de plus dans votre quotidien comme intervenant, comme gestionnaire pour faire en sorte que ce soit de plus en plus normal et facilité que d'impliquer les proches. Ça va être important, en fait, pour les personnes qui sont suivies en santé mentale, mais aussi leurs proches. Donc, un grand merci aux présentateurs, à vous qui avez assisté au webinaire tout l'heure du midi, et aussi un dernier merci à toutes ceux et celles qui ont participé à collaborer lors de la rédaction du guide. Vous avez été nombreux. Tous les messages que vous avez portés, les connaissances que vous y avez amenées sont précieuses et importantes. Merci infiniment d'avoir participé. N'hésitez pas à partager l'enregistrement, hein, si vous avez des gens que ça peut intéresser. L'enregistrement va être mis en ligne et partagé, accessible. Donc, faisons vivre cette présentation encore en la faisant avec les enregistrements. Donc, je vous salue, je vous souhaite une belle fin de journée et que vive le guide et bon changement. Merci.